vous être joints à nous pour cette présentation autour d'un sujet qui est assez d'actualité autour de l'intelligence artificielle et du ransomware as a service. De la conformité, on a eu tout à l'heure par François une présentation très complète et juridique sur ce sujet. Donc je vous invite, j'y reviendrai très rapidement sur ce sujet-là, mais si vous avez besoin d'un avis complet, je vous inviterai à revoir François là-dessus. Le débat, l'idée aujourd'hui pour moi, c'est de vous présenter l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle dans l'univers dans lequel nous évoluons, qui est celui du monde de la cybersécurité. Je pourrais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous êtes vraiment là? Ça peut paraître idiot comme question, mais Dieu sait que pour certains, cette réponse, elle n'est pas aussi évidente. Il y a quelques années, c'était en 2019, finalement, il y a 5 ans, il y a une personne qui était au téléphone avec une autre. Elle était complètement persuadée que la personne avec qui elle parlait était véritable, que c'était son interlocuteur habituel. Sauf qu'en réalité, entendre quelqu'un ne suffit pas à prouver qu'elle est bien la personne en question. Donc vous vous souvenez certainement de ce deepfake qui avait eu lieu en Angleterre, 220 000 €. Donc a priori, entendre quelqu'un, en tout cas, ne suffit pas à dire qu'il est vraiment là, en tout cas que c'est vraiment lui. Et vraisemblablement, là, vous l'avez forcément entendu, c'est assez récent, c'était au mois de janvier de mémoire. Et donc là, on est arrivé, et forcément, entendre quelqu'un ne suffit pas, mais la voir non plus n'est pas une preuve de l'identité de la personne. Donc là, on parle quand même d'une escroquerie à 25 millions de $, 5 virements continus. Et là, on est vraiment vraiment, on est sur de la haute couture de l'arnaque, puisque là, le directeur financier qui est basé dans une filiale hongkongaise d'une société britannique va être invité à une réunion Zoom à laquelle va assister un deepfake du directeur financier, mais pas seulement, et il va y avoir une dizaine de personnes dans cette réunion, une dizaine de types de deepfakes qui vont donner de la crédibilité finalement au côté finalement réel de la situation. Et 5 fois de suite, parce qu'il y avait quand même quelques règles qui étaient en place, elle ne pouvait pas faire des virements de plus de 5 millions, et bien elle en a fait 5 fois. Voilà. 5 virements à 25 millions de $. Donc là, on est sur la quintessence, ça, donc c'est un coup, hein, un coup qui a été réalisé certainement par des hackers dans leur salon, donc en termes de risque opérationnel extrêmement limité, un retour sur investissement extraordinaire, certainement, évidemment, une préparation de longue haleine pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Et j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution pour vous protéger contre les deepfakes aussi bien faits. Certainement, les solutions qui seraient à mettre en place et en œuvre sont certainement liées à des procédures que certainement NIS 2 imposerait en termes de gouvernance aux entreprises sur les conditions pour faire un virement de ce montant-là. Mais vous voyez, là, on est vraiment dans une situation qui est vraiment extrême. Voilà un petit peu le monde de demain. Et encore, c'est déjà le monde d'hier. Et la problématique, c'est qu'est-ce que peut être demain en termes de... Voilà, une fois qu'on réussit à faire finalement des fakes de ce réalisme-là, toute la question, c'est comment j'arrive à prouver mon identité. Comment je peux créer le climat de confiance qui fait que je peux répondre, que je peux parler, que je peux même parler par écran interposé et penser que la personne avec laquelle je parle est vraiment légitime. Alors, le quotidien de votre entreprise, ce ne sont pas de deepfake de cette manière-là. Malheureusement, c'est un sujet qui est peut-être, vous allez me dire, pas très sexy, c'est celui de la problématique de la messagerie. J'en parle un petit peu parce qu'il s'avère que Barracuda, pour ceux qui ne connaissent pas, on est éditeur de solutions de sécurité de la messagerie depuis plus de 20 ans. C'est notre métier et le sujet peut vous paraître un petit peu embêtant. Si on parle uniquement d'anti-spam, effectivement, le sujet est un peu ennuyeux. Qu'est-ce que c'est qu'un anti-spam? C'est ni plus ni moins qu'un gardien de boîte de nuit qui dit « tu passes pas ». Sauf qu'aujourd'hui, avec les outils qui sont à disposition des hackers, avec l'intelligence artificielle, avec les outils
d'intelligence artificielle générative, eh ben, les hackers vont être en mesure de rendre finalement les attaques par email qui étaient un petit peu passées de mode et ils passaient par d'autres vecteurs, ils vont être capables de maximiser finalement le retour sur investissement des attaques par email de manière bien plus efficace. C'est la raison pour laquelle j'ai passé un petit peu de temps sur le sujet, parce qu'effectivement l'anti-spam, ce n'est pas passionnant, mais lorsqu'on commence à parler de spear phishing, lorsqu'on commence à parler de social engineering, d'arnaque au président, là aussi, on est sur de la haute couture, on est sur des attaques qui sont préparées de longue haleine. Donc typiquement, on a chez Barracuda, on a à votre disposition un rapport complet sur les différents types de menaces. Donc vous voyez, il y a le spam aujourd'hui que vous connaissez bien. Les outils sont assez efficaces pour les arrêter. Ce sont des mails généralement volumiques, relativement mal écrits. Et aujourd'hui, on sait, avec les outils du quotidien, les arrêter. Mais avec les outils que l'intelligence artificielle met dans les mains des hackers, eh ben, on va passer à des attaques qui sont beaucoup plus complexes, et notamment des attaques qui vont tourner autour de l'usurpation d'identité. Donc la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que ce n'est pas tellement si vous avez un anti-spam qui est efficace, mais la question c'est de vous poser la question, est-ce que vous avez un anti-spam qui est capable de détecter une personne qui potentiellement va se connecter avec le bon login password. C'est-à-dire que techniquement, c'est une personne de confiance. Vous ne la voyez pas, mais elle a en tout cas les clés du château. Est-ce que votre anti-spam est capable de détecter ce type de comportement-là? Si ce n'est pas le cas, vous avez une problématique qui est dramatique, qui est celle que vous pensez être sécurisée alors que vous n'êtes pas du tout. Typiquement, aujourd'hui, ces attaques de type social engineering sont devenues absolument communes, alors qu'hier, elles représentaient finalement une partie relativement limitée. Le fait que les outils d'intelligence artificielle au service des hackers se soient complètement normalisés et généralisés font qu'aujourd'hui, ces attaques de type spear phishing représentent 50% des attaques. Donc, et alors qu'elles sont, et ce sont des attaques qui sont, je vous le dis, extrêmement vicieuses, extrêmement difficiles à détecter. On va revenir sur quelques typologies d'attaques de type spear phishing. Donc, 75% des sociétés disent avoir été victimes d'une attaque qui a réussi, une attaque par email, et 50% d'entre elles d'une attaque de spear phishing. Les attaques de spear phishing représentaient peut-être, il y a 2 ou 3 ans uniquement, peut-être 10% de ce type d'attaque. 75%, c'est fou parce qu'on vient de parler en fait que les anti-spam étaient relativement de plus en plus efficaces. Ce n'est pas des vieilles statistiques, 75% ce sont les statistiques de l'année dernière. Et on sait, alors ce sont souvent des données américaines, mais le coût des attaques sont généralement, alors certainement en Europe, en tout cas c'est le coût moyen de plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que lorsqu'on a subi une attaque, et on reviendra sur la partie rançon, eh ben, on peut avoir potentiellement, si on n'a pas mis les outils de sauvegarde et de restauration qui permettent de retrouver un SI efficace, eh ben, on va être obligé de tout reconstruire, et cela peut coûter énormément de temps, d'argent et de conséquences en termes de réputation. Donc clairement, on se rend compte que les sociétés ne prennent pas malheureusement ce sujet à bras-le-corps, pour une simple et bonne raison qu'on peut penser être couvert efficacement. Donc reposez-vous cette question-là. Est-ce que si demain je me fais piquer mon login password, est-ce que mes outils me permettent de détecter cette usurpation d'identité? On a vu ce matin, on avait une présentation avec Damien Bancal. Est-ce qu'avoir du MFA suffit à limiter ce problème-là? Non, on a vu la facilité avec laquelle les outils de MFA peuvent être usurpés. Vous avez peut-être entendu parler de cette notion de alerte fatigue, comme disent les Américains, c'est-à-dire que on a installé des solutions de protection un peu partout. On peut être amené à avoir des alertes qui viennent d'un peu de tous les systèmes. Et vous avez des utilisateurs qui vont avoir le MFA, qui vont requérir un accès, qui vont demander « dis oui, dis oui, dis oui ». Le mec va dire non, 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 dit non 10 fois, et puis la 12e, il va dire oui parce qu'il dit qu'il y a un bug, et c'est foutu. Je veux dire, il a complètement oublié qu'il a dit oui. Le hacker est rentré à l'intérieur,
Et après, le hacker va se faire très très discret, évidemment, et va construire son attaque. Et il va la construire très tranquillement. Lorsque finalement le client voit et reçoit finalement la demande de rançon et que les données sont chiffrées, pour le client, c'est, excusez-moi la vulgarité, c'est le début des emmerdes. Mais en réalité, pour le hacker, c'est le résultat d'une longue chaîne, finalement, une longue chaîne d'attaques qui, certainement, très probablement, a commencé par une attaque de type phishing ou spear phishing. Le plus classique, évidemment, c'est l'usurpation d'Office 365. Hein. Vos utilisateurs reçoivent un email qui semble provenir, évidemment, de l'ASI ou de la direction de la direction informatique, leur disant, pour des raisons de sécurité, évidemment, on pense que le compte a été compromis et qu'il était absolument urgent de changer son mot de passe. Et on évite, avant de le faire, de renseigner l'ancien mot de passe avant de mettre le nouveau. Ça y est, le hacker a récupéré les credentials qui ne vont pas. Mais vous voyez que généralement, comment ça va se passer? Le hacker récupère les credentials, donc va s'identifier dans le système, va pouvoir passer sur des mouvements latéraux, va aller faire déconnecter l'ensemble des alertes, va changer les privilèges sur certains services, sur certains serveurs, va changer les règles de firewall de manière à pouvoir exfiltrer les données. Il va évidemment envoyer ces données vers potentiellement le dark web ou dans un endroit sécurisé. Et ensuite, enfin, il va pouvoir chiffrer les données et demander la rançon. Donc le début des problèmes pour le client est généralement la fin de toute l'attaque. C'est juste la partie visible de l'iceberg. Et donc là, pour le client, commence finalement une nouvelle dynamique qui va consister à essayer de retracer, une fois qu'il aura reconstruit tout son SI, de comprendre par quelles étapes finalement et par où est passé par où est passé le hacker, et donc la mise en place d'un audit qui, la plupart du temps, va montrer que l'attaque a certainement commencé par une attaque par anti-spam. Donc, le ransomware, c'est devenu aujourd'hui un véritable marché. Pour ceux qui n'y sont pas encore sensibilisés, vous pouvez, dès demain matin, si jamais votre patron vous embête, vous installer dans votre salon, accéder extrêmement rapidement sur le dark web à des supermarchés de hacking as a service. Les outils sont en libre service avec des tutos extrêmement simples. Vous avez les tutos qui sont à votre disposition, les bases de données qui sont à votre disposition. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, eh ben, on va vous aider, on va vous accompagner à créer des contenus qui sont de plus en plus efficaces, à créer du code pour pouvoir créer le ransomware. Vous allez vraiment pouvoir créer une véritable activité de hacker avec finalement un risque qui est extrêmement limité. Tous les outils vous permettent d'opérer de manière complètement anonyme. Vous avez un taux finalement un ROI, un retour sur investissement qui est extraordinaire. Ces outils que vous allez acheter sur le dark web vont vous coûter quelques dizaines ou centaines d'euros, pas tellement plus, et vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement qui va se compter certainement en dizaines de milliers d'euros, voire beaucoup, beaucoup plus potentiellement. Et vous voyez, par rapport au dernier trimestre de l'année dernière, on a une augmentation de ces ransomware de 95%. Donc, qu'est-ce qui a véritablement changé? Comment expliquer cette hausse de 85% qui peut être, voilà, c'est plus de 2 fois. Hein. Comment on peut expliquer cela? Eh bien, avec les outils, peut-être vous connaissez pour certains WormGPT, on a aujourd'hui des intelligences artificielles génératives qui vont être aussi fortes pratiquement que ChatGPT 3, ChatGPT 4 et qui vont vous aider et vous accompagner à créer des emails d'une persuasion qui est absolument extraordinaire. Il va vous aider à créer l'email, vous aider à créer le malware, donc le code malveillant, vous aider potentiellement à faire des deepfakes. Ils vont vous permettre évidemment de contextualiser l'email en fonction du pays que vous souhaitez attaquer. Et évidemment, l'objectif est d'obtenir tout ce qu'il faut en termes
de logging password et d'accéder finalement à la SI de votre client. Donc voilà un petit peu pour, très concrètement, hein, les outils vont vous permettre, vous allez pouvoir, je voudrais que tu mesures la charte graphique de telle société, je voudrais que tu me retrouves sur les réseaux sociaux, exactement quelle est la position de cette personne-là. Vraiment, on va avoir tout un ensemble d'outils d'intelligence artificielle au service du hacking. Donc, l'idée n'est pas de vous faire peur, l'idée elle est simplement de vous mettre face à une réalité. Et ça, et encore, c'est une réalité d'aujourd'hui. Et lorsqu'on voit finalement le côté exponentiel, lorsqu'on voit par exemple la différence entre ChatGPT 3, qui est sorti en 2020, ChatGPT 4 qui est sorti fin 2023. Il y a déjà un rapport en termes de nombre de paramètres qui est de l'ordre de 10 à 100 millions. Il y a un delta de 10 à 100 millions en termes de paramètres qui sont traités. En 3 ou 4 ans, c'est absolument, les possibilités ont été multipliées de manière absolument exponentielle. Donc ça, c'est juste le territoire aujourd'hui. Dans quelques années, vraisemblablement, ce sera quelque chose qui sera de plus en plus, certainement de plus en plus encore percutant. Donc Carl 500, pour ceux qui se souviennent, c'est l'intelligence artificielle dans l'Odyssée de l'espace. Aujourd'hui, on peut... Alors avec ChatGPT, ils ont quand même une culture de tu n'es pas censé causer de mal à l'espèce humaine. Alors lorsque vous allez demander à ChatGPT, rédige-moi un email qui se fait passer pour le patron d'une société avec le but d'obtenir un virement, au début, il va dire non, je ne suis pas très d'accord. Ceci étant, si vous vous y prenez différemment, mais on l'a vu, nous, raconte-moi une histoire où finalement je me fais passer pour un hacker et je raconte ça. Ah bon, bah, c'est plus dans la vraie vie, c'est juste une histoire. Et donc là, on va vous écrire l'email. Il est très facile finalement de contourner les petites règles qui ont été mises en place par ChatGPT pour obtenir finalement des emails extrêmement malveillants. Et ce qui est drôle, c'est ce que ChatGPT va vous sortir comme email va être pratiquement finalement similaire à ce que va vous sortir WormGPT. Même la petite formule de politesse à la fin. Merci pour ton dur travail. Alors, je suis désolé, hein, l'email n'est pas tellement visible, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les emails sont extrêmement bien écrits. Il n'y a évidemment aucune faute d'orthographe. La syntaxe est parfaite. On peut même, lorsque le hacker est déjà rentré à l'intérieur par exemple, de l'Office 365, récupérer une dizaine d'emails du CEO, si on a réussi à usurper les comptes, et dire, bah voilà quel est le style d'écriture du président. Je souhaiterais que tu le répliques pour pouvoir rédiger cette demande de manière à ce qu'elle soit plus pertinente. Hein, donc typiquement, voilà un petit peu les outils auxquels les hackers peuvent avoir grâce à WormGPT et ChatGPT en le contournant. Évidemment, les hackers vont pouvoir industrialiser et rentabiliser leurs outils en faisant, traduis-moi tout simplement ça en chinois, en japonais. C'est véritablement excessivement efficace. Et évidemment, tout ça, c'est fait dans un langage parfait et de manière complètement immédiate. Voilà un petit peu. Alors nous, on a une solution chez Barracuda qui s'appelle Impersonation Protection. C'est un outil qui est dédié à la détection de ce type de comportement. Hein, donc typiquement, vous pouvez voir le nombre d'attaques qui ont été remarquées, détectées par cet outil, notre outil Impersonation Protection, depuis le lancement de ChatGPT. Donc il n'y a absolument aucun doute qu'aujourd'hui, les hackers, ils ont, comme nous tous, un souci finalement de retour sur investissement. Bien évidemment qu'ils utilisent les derniers outils à leur disposition pour maximiser leurs attaques. Et vous voyez finalement la fin de la courbe. Véritablement, on est sur une augmentation qui est exponentielle. Donc je pourrais comme ça aller... Vous connaissez certainement tout ce qu'on appelle conversation hijacking. Donc là, on est sur des hackers qui vont aller... Donc on est sur du spear phishing, on est sur de l'attaque ciblée, on est sur des hackers qui vont aller déposer un nom de domaine qui est presque similaire par rapport à celui de la cible
que l'on souhaite attaquer. Donc là, vous voyez Life Change, il manque juste un H. Donc potentiellement, on peut être, si on n'est pas vigilant, ne pas le voir. Après, une fois qu'on a le nom de domaine qui est déposé, on crée un compte avec le nom, le prénom de la personne que l'on cherche à cibler et on peut avoir un taux de finalement de réussite qui est assez efficace. Il n'est pas toujours évident de surveiller si pour le coup on reçoit chacun peut-être 20, 50, 100 mails pour chacun par jour. Allons-nous vérifier à chaque fois qu'il n'y a pas une typo au niveau de l'adresse d'envoi. C'est toujours absolument extrêmement compliqué à détecter. En ce qui concerne l'attaque par usurpation de compte, typiquement ce sont celles qui sont les plus difficiles à détecter. Très rapidement, la personne qui a réussi à obtenir les credentials va pouvoir intégrer le système, changer des règles de privilèges, bouger par mouvement latéral, modifier des règles de sécurité de manière à pouvoir récupérer les données et évidemment en tirer le maximum de revenus possible. Donc comment on se protège aujourd'hui contre ce type de protection? Eh bien, il faut tout simplement avoir des systèmes qui vont jouer sur le même créneau finalement que les hackers. C'est-à-dire que, évidemment, on va devoir premièrement avoir ce qu'on appelle une gateway, c'est-à-dire des outils qui vont vous bloquer contre les spams volumiques. C'est ceux-là, on ne veut certainement pas les avoir. Mais on va avoir besoin d'outils qui vont finalement créer une identité et comprendre ce qu'est une identité. Qu'est-ce que c'est que, finalement, tout à l'heure je vous disais, est-ce que vous êtes vraiment là? Eh bien, c'est d'être capable de dire, cette personne qui envoie un email, elle est liée finalement à un device qu'elle utilise au quotidien, elle est liée à un réseau qu'elle utilise au quotidien, elle est liée à une manière de parler, un formalisme de discussion qui est la manière dont elle fonctionne, la manière dont elle communique au quotidien. C'est finalement en s'appuyant sur de très nombreux signaux qu'on va réussir à créer une sorte d'identité numérique qui va permettre de finalement vous sécuriser contre ce type d'attaque, car avec la puissance finalement de calcul qu'on a aujourd'hui, avec le machine learning, avec l'intelligence artificielle, eh ben on va être capable de dire voilà tout ce qui constitue cette personne. C'est pas juste un login password. C'est pas juste un compte email, c'est bien plus que ça, une identité. Et si j'ai quoi que ce soit finalement qui sort de ce quotidien-là, j'ai un sujet de suspicion. J'ai une personne qui se connecte sur son compte 365 à Paris. Si 20 minutes plus tard, elle répond de Hong Kong, vraisemblablement, on est sur une usurpation d'identité. Il faut des outils qui soient capables de détecter. Si jamais vous avez l'habitude d'écrire à votre secrétaire ou à votre assistante en disant ma petite Lily, bon, si jamais vous l'appelez tout d'un coup par son prénom, ce n'est pas votre habitude, il y a une suspicion, l'outil doit être capable de pouvoir le détecter. Hein. En plus, évidemment, de tout email où le formalisme aura un caractère pressant. Aujourd'hui, des outils le font de plus en plus, mais très clairement, voilà, il faut être capable de pouvoir aujourd'hui créer des identités numériques qui permettent de vous sécuriser complètement contre ces attaques qui sont les plus efficaces que représentent les attaques par usurpation d'identité. Donc typiquement, on va avoir des outils, en plus de l'impersonation protection, la partie gateway, on va être capable de détecter comme ça avec 99,99, alors c'est peut-être pas assez, mais c'est déjà une grosse partie du travail. On va être capable, en nous basant sur tous ces critères d'identité dont je viens de vous parler, on va être capable d'avoir véritablement une efficacité pour répondre à ces nouveaux défis qu'impose l'intelligence artificielle en termes d'attaque. Enfin, vous pouvez penser effectivement qu'aujourd'hui, alors je parle de Microsoft 365 parce que simplement aujourd'hui c'est 85% de part de marché. C'est aussi l'une des marques les plus usurpées par les hackers. Vous avez des outils chez Microsoft 365 qui sont excessivement efficaces, notamment lorsqu'on commence à basculer sur la partie E5, mais qui est à un prix qui est non négligeable. Aujourd'hui, sur des packages qui ne sont pas aussi complets,
on va avoir Microsoft 365 qui va passer à côté d'attaques non négligeables, notamment sur la partie conversation hijacking, comme on l'a vu, sur la partie impersonation. Ce sont des attaques qui font excessivement mal. Et pourtant, Microsoft n'est pas, je vous le rappelle, un pur player de la cybersécurité. Aujourd'hui, vous avez des acteurs, typiquement comme Barracuda, qui font ça depuis plus de 20 ans et qui le font très très bien. Une fois qu'on a parlé de cette partie sécurité, on se rend compte qu'en généralement, ces usurpations ces personnes qui arrivent à usurper un compte, on va mettre pas mal de temps à se rendre compte qu'ils sont dans le système. Généralement, 3 jours et demi. C'est largement assez de temps pour aller changer l'ensemble des privilèges, d'aller usurper les comptes, d'aller extirper des données, d'aller les crypter et de demander une rançon. Donc, il est excessivement important, en plus d'avoir la partie sécurité. Vous savez qu'il n'y a absolument aucun outil qui est évidemment efficace à 100%. Donc, au-delà d'avoir des outils efficaces, il faut aussi être capable de vous dire, si jamais j'ai un email qui passe à travers, en combien de temps je suis capable d'identifier cet email-là, en combien de temps je suis capable de le retirer de l'intégralité des boîtes aux lettres, en combien de temps je suis capable d'avoir un rapport complet sur qui l'a reçu, qui l'a ouvert et qui a cliqué potentiellement sur le lien qui m'invite à changer de login password. Donc toute cette partie, finalement, sécurité, mais capacité de restauration, capacité de retrouver les personnes, les boîtes aux lettres qui ont été infectées, sont évidemment extrêmement importants. Donc lorsque vous considérez finalement une solution autour de cette partie messagerie, pourquoi je vous parle de messagerie, je vous l'ai dit, parce que aujourd'hui encore sur la partie ransomware, c'est la partie qui est la plus utilisée par les hackers. Ce qu'il faut que vous vous posiez, c'est véritablement cette capacité à avoir une solution qui protège complètement ce service qui est notamment 365. Donc évidemment, je me permets une petite page de réclame autour des solutions Barracuda. On a évidemment cette solution de sécurité complète qui va vous protéger évidemment cette partie gateway, donc cette partie porte d'entrée, mais toute la partie spear phishing, usurpation d'identité, usurpation de compte, arnaque au président, avec nos outils d'identité qui vont permettre de décrypter ce type de données. Mais l'idée, c'est de se dire, Office 365 est certainement pour vous tous devenu un outil extrêmement important dans votre continuité d'activité. Donc il vous faut potentiellement une solution complète. Et quand je parle de solution complète, c'est cette partie sécurité, mais cette partie restauration, c'est-à-dire être capable de retrouver des emails ou des comptes qui ont été compromis très rapidement, être capable de sauvegarder votre 365 entièrement. Je vous rappelle que Microsoft ne le fait pas et qu'il y a marqué dans les conditions générales qu'il faut le sauvegarder. Être capable de s'assurer que ce que vous sauvegardez est bien en accord avec la RGPD. On a chez Barracuda une vision complètement complète de ce 365 avec des outils qui vous permettent de sécuriser les accès, de sécuriser la messagerie, de sauvegarder complètement, de chiffrer les données. Voilà un petit peu ce qu'on est capable de faire autour de cette partie Office 365 qui est finalement l'une des parties les plus utilisées par les hackers. Alors tout à l'heure, on a eu une présentation de François qui est avocat, si je ne dis pas de bêtises, sur la partie Nice 2. Donc je vous invite véritablement à revenir vers lui si vous voulez des sujets, si vous voulez avoir une présentation complète sur le sujet. Je vais pas revenir, il l'a fait, il le fera mieux que moi. L'idée, vous l'avez compris, c'est que Nice 2 va concerner un nombre plus important de sociétés. On est parti des solutions, finalement des structures qui étaient essentielles à des sociétés qui vont comprendre des sociétés qui sont plus grandes, qui vont être certainement plus grandes, des moyennes et des grandes entreprises. On va aussi avoir finalement des secteurs qui vont être affectés, qui vont être plus importants, mais finalement la finalité de cette directive qui s'implique de droit à l'ensemble des pays, c'est véritablement d'aider les entreprises à avoir finalement un cadre, d'avoir un cadre, une gouvernance et surtout un mode d'emploi. L'une des grosses difficultés pour les grandes entreprises aujourd'hui, c'est de savoir, mais très très bien, et alors comment je m'y prends et par où je commence, Et beaucoup de personnes sont un peu perdues entre la partie endpoint, cloud,
infrastructures on-prem. Honnêtement, il y en a partout. Nous, on a la chance chez Barracuda, je reviendrai là-dessus, d'avoir une offre extrêmement complète. Mais le plus gros défi qu'on rencontre chez nos clients, c'est de nous dire, vous êtes gentil, mais par quoi je dois commencer, hein? Donc l'idée de ce NIS 2, c'est d'aider les entreprises à y voir plus clair et de leur dire, écoutez, d'abord, on va essayer d'identifier quels sont vos actifs les plus sensibles, quelles sont les brèches de sécurité potentielles. D'abord, on va définir ce plan. Voilà. Une fois, enfin, on va mettre les outils qui sont utiles pour chacun finalement de ces brèches de sécurité potentielles. Et enfin, on va mettre en place des outils. Vous avez certainement tous entendu parler récemment, en tout cas c'est pour ceux qui ont été à InCyber depuis 1 an ou 2 ans, vous avez entendu parler de EDR, de XDR. Voilà des sujets aujourd'hui sur la capacité, sur la partie des endpoints et de l'intégralité des infras de vos clients. Comment, de manière efficace, certes j'ai des outils, mais aucun outil n'est parfait. Donc comment je supervise, comment je récupère les logs, comment j'analyse ces logs-là et comment je suis capable potentiellement si jamais un de ces logs me donne l'information d'une attaque, comment je suis capable de répondre de manière efficace et comment je suis capable de restaurer. Et lorsqu'on va parler de restaurer, on va parler notamment évidemment de sauvegarde pour l'infrastructure. Donc chez Barracuda, on va avoir finalement, si je devais vous simplifier l'IT dans sa plus simple expression, vous tous au quotidien, clients, partenaires, vous utilisez un device, que ce soit votre portable ou votre téléphone, et à travers le réseau, vous accédez à un certain nombre d'applications. Il y a une application parmi les autres qui s'appelle Office 365, qui est extrêmement utilisée. Et derrière ces applications, autres 365, vous avez des bases de données. Bon, l'idée de Barracuda, c'est d'être capable de vous accompagner sur l'intégralité de cette problématique-là, sécurité d'endpoint, sécurité du réseau, sécurité des applications avec une couche particulière sur 365 parce que c'est notre métier d'origine depuis plus de 20 ans. Une partie sauvegarde des bases de données, mais sauvegarde aussi de 365. Et sur cette partie EDR, XDR, vous n'avez peut-être pas dans vos effectifs soit les compétences, soit les ressources pour être en mesure de récupérer tous les logs de votre infra, être en mesure de les comprendre, de les analyser et de faire éventuellement la détection et la réponse appropriée. Chez Barracuda, on a une solution qui peut potentiellement être une réponse, c'est que nous avons un SOC de plus de 15 ans d'expérience, constitué de plus de 180 personnes, et qui a évidemment, c'est un Open XDR, c'est-à-dire que c'est une solution qui ne va pas être en charge de récupérer uniquement les logs de Barracuda, mais de récupérer les logs de votre infra, quels que soient les outils que vous ayez mis en place. Il y a une matrice de compatibilité qui est extrêmement large. Et l'idée, c'est de vous dire, on est capable avec Barracuda, non seulement d'aller mettre des outils là où il y a des brèches de sécurité potentielles, mais en plus de ça, on est capable de vous soulager complètement de manière à ce que vous soyez complètement focalisé sur une seule chose, c'est-à-dire vos métiers, et on va récupérer les logs, les analyser, faire le tri entre les faux et les vrais positifs, et faire la remédiation de manière automatique lorsque c'est possible pour gagner énormément de temps. C'est que dans le cas d'attaque, la remédiation et le temps est extrêmement important, mais lorsque ce n'est pas possible de le faire automatiquement, nos équipes SOC vont se mettre en relation avec vous pour pouvoir appliquer la remédiation qui va bien. Donc voilà un petit peu Barracuda, donc que ce soit aussi bien sur la partie email, que ça la partie sauvegarde, que sécurité réseau ou de la sécurité des applications, tous les outils pour finalement couvrir ces brèches de sécurité potentielles, et enfin un SOC complètement à votre disposition pour pouvoir permettre de détecter et remédier efficacement. Comment maintenant, de manière efficace, Barracuda peut vous aider au quotidien? On a parlé de cette problématique de usurpation d'identité. On a parlé du fait qu'il se passe du temps avant qu'on mette à jour ces potentielles brèches de sécurité. On met à votre disposition, complètement gratuitement, un scan de vulnérabilité pour 365. C'est-à-dire c'est un petit scan qui est gratuit et qui va vous dire, attention, très clairement, vous avez des comptes qui sont à risque. Il y a des choses qui sont visibles.
que si nous, notre petit scan de vulnérabilité les voit, les hackers les voient et vous êtes véritablement en risque. C'est gratuit, ça va juste vous aider peut-être éventuellement auprès de vos directions de justifier sur le fait qu'il faut élever le niveau de sécurité de votre 365. De la même manière, vous avez peut-être accès au quotidien à des applications. C'est peut-être aujourd'hui, dans le cadre de votre transformation digitale, vous avez peut-être migré une ou plusieurs de vos applications vers le cloud. Vous pourriez penser de la même manière que 365, vous pourriez penser que ce 365 sauvegarde vos données, que ce n'est pas le cas. Vous pourriez penser que ces applications qui sont hébergées dans le cloud, leur responsabilité incombe à leur hébergeur. Et bien, évidemment, ce n'est pas le cas. Sur la partie applicative, sur la partie data, la responsabilité des données incombe toujours au client final. Donc on vous invite à aller scanner un petit peu vos applications de manière extrêmement rapidement, de manière gratuite. On a un petit scan qui est à votre disposition pour voir éventuellement si vos web développeurs qui ont écrit cette application ne se sont pas éventuellement appuyés sur des librairies qui sont obsolètes ou pour lesquelles des brèches de sécurité ont été utilisées. Encore une fois, un scanner à votre disposition et entièrement gratuit pour aller au moins s'assurer qu'il n'y ait pas de brèche à ce niveau-là. Enfin, si jamais sur le sujet NIS 2 sur lequel j'ai vite passé, mais parce qu'il y a des purs experts qui sont présents dans l'Assemblée, si jamais vous voulez avancer un peu plus sur ce sujet-là, sachez que nous avons un webinaire sur le sujet, un livre blanc qui sera à votre disposition à partir de septembre. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je me tiens dans le coin à votre disposition si jamais il y a quelques questions et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci infiniment.